c'est Patate et aujourd'hui on va parler du fait que Becca ferme. Je vais vite mettre le statement qu'ils ont sorti qui dit que en gros ils ferment à cause du Covid. J'ai oublié de dire, si vous me connaissez pas, coucou, je suis étudiante et j'adore le milieu de la beauté et du maquillage, mais j'ai pas beaucoup d'argent donc j'achète pas grand chose, mais j'aime bien parler de ce milieu et de me concentrer sur ce que j'ai. Donc aujourd'hui je vais essayer de parler de pourquoi est-ce que selon moi Becca ferme et qui pourraient être les personnes, enfin les marques qui vont suivre. Je tiens à dire que j'ai regardé les vidéos de... Je vais mettre tous les gens que je vais citer seront en description et dans le petit pour ce que je pourrais mettre. Donc j'ai vu la vidéo de Smoky Glow, Angelica Nyqvist, Kylie Gooch et Lauren May Beauty. Donc il y a certaines des idées qui se recoupent, des idées avec lesquelles je suis pas d'accord, etc. Donc je vais parler de tout ça aujourd'hui et je pense qu'on peut y aller. Ce qui se passe, c'est que Becca, comme j'ai dit au début, ferme officiellement, donc fin septembre de cette année, pour cause du Covid. Déjà, qu'est-ce que c'est comme marque Becca? Je vais me remettre sur le côté. Becca, c'est une marque de luxe qui est vendue chez Sephora et dans d'autres magasins un peu luxe. Je sais pas si on peut l'acheter directement en Belgique, je pense pas, mais en France c'est chez Sephora. Donc, Becca c'est une grosse marque et qui, pour moi, Becca, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est à cause de Champagne Pop, qui est un highlighter que Jaclyn Hill, qui au top de sa popularité, a sorti. Elle a sorti l'highlighter et puis après elle a fait une deuxième collection où elle a ressorti une palette pour le visage et une palette pour les yeux. La palette pour les yeux elle était un désastre, mais la palette pour le visage est restée pendant des années une des palettes les plus aimées et les plus suivies que je connaissais. Et ils ont continué à sortir des highlighters. Parmi les autres produits que Becca était assez connu, il y avait les deux primers. Il y a le First Eye Priming Fixture et je ne sais plus comment. Il y en a un mauve et un plus enlumineur. Backlight Priming Fixture, peut-être l'autre. Et ils ont aussi le correcteur en dessous des yeux qui est un correcteur pêche qu'ils avaient en deux couleurs et qui était un des trucs les plus aimés. Et c'est un peu tout. Alors, il y avait, j'entendais parfois des gens parler des glosses, des rouges à lèvres. Le bronzer était assez aimé, les blushs à une époque. Flower Child, je me souviens, il y avait Mani Muet qui à un moment ne jurait que par Flower Child de Becca. Et du coup, qu'est-ce que tout ça, ça montre? Pour moi, ça montre que Becca n'avait pas spécialement des produits de base. On peut voir que les gens, avec le Covid, ont acheté beaucoup moins de produits. C'est un fait. Le marché du maquillage a pris un sale coup, surtout tout ce qui est maquillage vendu chez Sephora, chez Ulta, donc dans des grands magasins en Belgique, ça serait peut-être ici Paris XL et plein de parfums. Et du coup, ils vendent ces produits et ils n'ont pas des produits qu'on rachète en boucle et en boucle et en boucle. Par exemple, Benefit vit, je sais qu'il y a des statistiques qui disent que Benefit vivent de les produits à sourcils et des mascaras, parce que c'est des trucs qu'on rachète tous les 3 mois et que tout le monde en a besoin encore et encore. Anastasia vit aussi beaucoup de ces produits à sourcils. C'est des marques voilà, qui, même si Benefit n'a pas besoin de sortir des ombres à paupières, ils s'en sortent pas, ils en mettent pas besoin de sortir des trucs spéciaux, juste sortir ces trucs là, c'est suffisant. Et Becca, les produits, l'highlighter, même le correcteur qui est un produit assez de base, un correcteur pour en dessous des yeux, c'est pas un truc qu'on rachète souvent, c'est un truc qu'on utilise sur 1-2 ans, même en l'utilisant tous les jours. Et du coup, un des gros trucs, c'est que voilà, les gens ont limité les achats de maquillage pour juste acheter ce qui était nécessaire, et du coup, moins de gens ont acheté chez Becca. La deuxième chose, c'est que Becca dépend énormément du fait de vendre en magasin. Si vous ne savez pas, j'ai parlé de Sephora US, parce que c'est là où j'ai des chiffres. Je sais pas si je pourrais trouver les chiffres pour Sephora France. Peut-être que j'irai fouiller un peu là-dessus, mais j'ai pas fait des recherches là-dessus pour le moment. Mais je sais que Sephora US, est-ce que Sephora appartient à LVMH? C'est possible. LVMH, je mettrai un truc sur ma tête de qu'est-ce que c'est. C'est un des plus gros groupes qui contient la majorité des marques de luxe. Et je me demande si LVMH ne possède pas Sephora. Et si vous connaissez pas LVMH, sachez que c'est une des marques qui... enfin, un des groupes qui veut... Genre, il faut vraiment, vraiment que les trucs soient rentables. Et du coup, Sephora, quoi qu'il en soit, Sephora US,
prend 50% de bénéfices sur chacun des produits vendus. Ce qui veut dire que si vous achetez un parfum qui coûte 80$, et ben il y a 40$ qui vont chez Sephora, et sur les 40$ restants, la marque doit payer le packaging pour un parfum, disons le nez et le jus, le liquide en lui-même, et faire du bénéfice là-dessus. Donc vendre dans des grands magasins comme ça coûte extrêmement cher pour les marques. Il faut vraiment des marques qui fonctionnent extrêmement bien avec des investisseurs qui les soutiennent vraiment très fort pour que ça marche. Donc il faut se dire que Becca, même si c'est une marque qui valait plusieurs millions de dollars, il fallait qu'elle fasse énormément de bénéfices pour pouvoir fonctionner chez Sephora. Et avec le Covid, elle a fait moins de bénéfices parce que pour ce qu'on a dit avant. Et d'autant plus que Becca, de ce que j'ai compris, est une marque qui dépendait énormément des gens qui marchaient dans les magasins. C'est voilà, des gens qui se disent oh, je vais aller faire du shopping chez Sephora et qui allaient peut-être acheter un truc de Becca. Ils utilisaient beaucoup moins le marketing d'influenceurs. J'ai quelques influenceurs que je suis. Je pense que j'avais vu Sarah Rose et Kylie Gooch qui avaient reçu. Ils avaient mis les highlighters pour le corps sur Octali. Et du coup, ils avaient ces produits-là qui ont essayé un peu de fonctionner avec le marketing de plus petits influenceurs, qui est le marketing qui fonctionne le mieux pour le moment, mais ils dépendaient aussi beaucoup de marketing de célébrités. Ce qui veut dire que Becca est une marque qui visait vraiment le grand public, les gens qui sont pas sur YouTube. Ils ont fait une collection avec, je vais me remettre sur le côté, avec Kylie Jenner, avec Chrissy Teigen. Il y avait des campagnes de pub avec vraiment des célébrités, et c'est des campagnes qui coûtent très cher, mais qui ne vont pas spécialement rapporter énormément d'argent, parce que, enfin, qui vont être moins... le coût par rapport à ce qu'ils récupèrent est beaucoup... Le gap est beaucoup plus grand. Si ça fonctionne, ça veut dire qu'ils peuvent vendre beaucoup plus, mais ça marche pas toujours. Prenons un exemple, imaginons que vous êtes super fan de Ariana Grande. Bah, si Ariana Grande fait la pub pour, genre sur son Instagram, de une crème, vous allez peut-être moins vite l'acheter que votre influenceur favori en France, disons Enjoy Phoenix. C'est parce que c'est des gens qui... L'attachement qu'on a pour les influenceurs... J'ai une feuille qui est tombée, sorry. L'attachement qu'on a pour des influenceurs est beaucoup plus grand que ce qu'on a pour des célébrités. Mais du coup, avec tout ça, on peut voir que Becca visait vraiment des gens normaux. Et on revient au premier point de ces gens normaux, bah, ils achètent pas spécialement 15 rouges à lèvres ou 15 blushs, ils vont juste acheter la base, mascara, sourcils, peut-être qu'ils auront un rouge à lèvres, mais un rouge à lèvres ça se rachète rarement, peut-être qu'ils auront un blush, mais pareil, un blush, peut-être qu'ils auront, peut-être que monsieur et madame tout le monde a un highlighter Becca, mais ils en ont un. À savoir que moi j'ai rien de chez Becca, si vous voulez voir des gens qui en parlent, il y a plein de gens qui... dans la vidéo Lauren May Beauty, elle montre tous les produits qu'elle a de chez Becca. Moi j'ai rien parce qu'un highlighter ça coûtait 38$, je sais pas combien ça fait en euros, mais c'est beaucoup plus que ce que moi je peux dépenser dans du maquillage. Mais on peut voir avec le packaging que c'est pas du packaging ultra luxe par rapport à des marques comme Charlotte Tilbury ou même toutes les marques de luxe comme qui sont associées à une maison de luxe, donc Givenchy, Dior, Chanel, Marc Jacobs. Toutes ces marques-là les gens achètent pas uniquement parce que les produits sont de la qualité, ils achètent aussi parce que c'est l'image de marque et parce que le packaging est luxe. Et Becca avait moins ce truc de packaging luxe. Du coup, j'ai un peu l'impression que le prix qu'ils mettaient enfin, il y avait une différence entre le prix et les gens qui étaient visés par ce prix et les gens qui étaient intéressés par les produits de Becca et le genre de packaging que faisait Becca. Donc pour moi, ils avaient aussi de base, et c'est pour ça que depuis 2014-2015, Becca était un peu en train de se casser la gueule, parce que ils avaient ce problème de base de consommateurs qui n'était pas assez bien défini. Peut-être que Becca n'était pas en négatif, c'est très probable, même que Becca soit toujours en positif et fasse toujours plein d'argent, mais il faisait partie du groupe Estée Lauder, et Estée Lauder, c'est un groupe qui, du coup, doit avoir un minimum de bénéfices, et comme j'ai dit au début, comme ils sont chez Sephora, déjà leurs bénéfices sont coupés en deux directement à cause de ça. Estée Lauder a peut-être décrété que Becca faisait pas assez de bénéfices,
et que c'est pour ça qu'ils ferment la marque. Et on peut voir le fait qu'ils essayaient déjà que la marque était en train de descendre, parce que par exemple dans les paquets de Noël de cette année, il y avait pas juste des produits qu'ils essayaient de se débarrasser, mais aussi genre le correcteur qui était dedans avec des prix défiant toute concurrence. Et ça, c'est clairement une marque de... les produits ne se vendaient pas assez vite, pas assez même pour des produits qui se vendaient assez bien et qui étaient des best-sellers pour la marque. Aussi, Estée Lauder a racheté DCM il n'y a pas longtemps. DCM, c'est la marque qui a The Ordinary. Donc, The Ordinary, qui est une marque qui est en train d'exploser, qui fait plein de bénéfices, qui a une base de consommateurs extrêmement bien définie, bah du coup voilà, Estée Lauder préfère avoir des marques comme The Ordinary et enlever des marques qui font moins d'argent comme Becca. Et du coup, pour moi, Becca est la première marque à partir, mais ce ne sera pas la dernière, parce que on parle très souvent, enfin si vous faites un peu attention à ce qu'on parle des marques, on parle souvent du fait que le marché est actuellement en train... La bulle a déjà explosé, genre c'est en 2016 que la bulle a vraiment énormément... La bulle du maquillage a fait fou, mais la bulle de consommateurs, de gens qui achètent du maquillage commence à continuer à augmenter, mais c'est plus exponentiel, ça se calme. Et du coup le fait est que toutes les marques ne peuvent pas suivre dans ce nouveau climat. Ici par exemple j'ai fait une vidéo et j'ai fait un trio de vidéos là pas longtemps sur les marques de célébrités, influenceurs et maquilleurs, je mettrai la playlist dans le petit. Mais du coup c'est des nouvelles marques qui ont plus d'intérêt, les gens font plus attention. Becca quand ils sortaient quelque chose, soit j'en entendais juste des gens qui avaient reçu en PR, soit j'entendais des gens qui disaient sur Trendmood qu'ils en avaient rien à faire, soit j'en entendais littéralement du mal. Par exemple, le Zero Pigment Foundation, qui était juste un gel siliconé qu'ils ont vendu comme un fond de teint. Ce truc a floppé. Les seules personnes que j'ai vu l'acheter, c'était pour en dire du mal. En connaissant tout ça, Becca n'est pas les premiers à partir et ce ne sera pas les derniers. Il y a aussi un shift dans le marché qui va de plus ces marques traditionnelles qu'on achète chez Sephora, etc., vers des marques plus en ligne ou au moins plus indépendantes. On n'a plus besoin d'être chez Ulta, Sephora en Belgique, chez Gallerino pour pouvoir vendre. On peut être une marque entièrement en ligne et quand même vendre. Et du coup, on a un peu comme pour la fast fashion, où si vous ne connaissez pas fast fashion, je mettrai des vidéos en description. Mais en gros, la fast fashion, pour le moment, la bulle est un peu en train de se casser la gueule. On avait vu, je crois que c'est Forever 21 qui a dû fermer ses lignes hors des États-Unis et d'autres lignes qui commencent à fermer dans au moins certaines parties du monde. Et même H&M a du mal, genre même ces géants ont du mal parce que le modèle fonctionne de moins en moins, parce qu'il y a des gens comme moi qui avant achetaient chez H&M et qui même si j'achetais pas grand chose, j'achetais mes habits chez H&M, bah maintenant j'essaye d'acheter mes habits de manière plus responsable. Et aussi même les gens qui continuent d'acheter chez H&M essayent d'acheter en moins grande quantité et du coup ça fait un problème parce que la croissance ne croît plus assez. Et c'est un peu le même principe, c'est que les marques de Sephora, même si la base de consommateurs augmente, il y a aussi une bonne partie de cette base de consommateurs qui partent vers du marché indépendant ou qui essayent de consommer de manière plus réfléchie, moins consommer, pas tout acheter ce qui sort. Et de ce fait, ça fait que des marques qui dépendent de Sephora fonctionnent beaucoup moins bien. Et du coup, avec tout ça, quelles sont les prochaines marques à partir ? Comme j'ai dit, pour moi, les marques qui vont tenir, c'est les marques qui ont des produits de base qui se vendent extrêmement bien. Les marques qui sont des marques de luxe qui, quoi qu'il arrive, pour moi, les marques de luxe vont tenir parce que leur base de consommateurs n'achète pas parce que le produit machin, ils les achètent parce que c'est la collection de Noël de Dior. Et toutes ces marques plus indépendantes, plus Gen Z, tout ça. Genre Fenty et Rare, c'est pas des marques qui sont très basées sur des produits de base, mais c'est des marques qui fonctionnent extrêmement bien parce que tous leurs nouveaux produits font parler d'eux. C'est des marques de célébrités, il faut dire ce qui est. Ils ont un public très TikTok, Gen Z, surtout Rare, et Fenty, tout le monde en parle tout le temps.
La preuve, LVMH a fermé la partie haute couture de Fenty, mais la partie maquillage se porte parfaitement bien. Si vous savez pas que, si vous connaissez pas la partie haute couture de Fenty et que vous voulez vous renseigner, il y a le Fashion Victim podcast qui est fait par le mec de Haute la Mode et une autre personne très très intéressante à écouter qui ont fait un podcast là-dessus. C'était très informatif. J'essaierai de mettre ça en description aussi. Du coup, pour moi, les marques qui vont partir, il y a peut-être Urban Decay. Parce que Urban Decay, ils ont plus de produits de base. Oui, enfin, je me pose la question. Parce que les palettes d'ombre à paupières ont l'air de quand même fonctionner. Ils fonctionnent très bien avec le marketing d'influenceurs. Ils savent vraiment utiliser. Tous les petits influenceurs que j'ai vus ont reçu la palette Wild West et la Stone Vibe. Tout mon fil de gens que je suis possède la Stone Vibes. Une autre marque qui, pour moi, pourrait avoir du mal, c'est Smashbox. Smashbox, c'est lié à Clinique, et Clinique fonctionne très bien. Pour une raison inconnue, apparemment, si t'es une maman et que tu veux acheter du fond de teint, tu vas chez Clinique. Mais si tu veux acheter Smashbox, je pense que c'était un peu visé comme la marque un peu plus jeune quand la marque a été créée. Mais maintenant, Smashbox, il y avait tous les primers, mais les gens achètent de moins en moins les primers de chez Smashbox. Il y avait les rouges à lèvres liquides et tout ça, mais maintenant que... Voilà, ça aussi c'est un facteur, c'est que les marques drugstore, donc les marques moins chères, ont augmenté leur base de qualité, ce qui fait que, voilà, j'allais dire, les rouges à lèvres Smashbox, c'est peut-être des très bons rouges à lèvres, mais on peut trouver la même qualité chez L'Oréal. Je ne soutiens pas L'Oréal, mais il faut dire ce qui est. On peut trouver la même qualité chez L'Oréal, Maybelline, Rimmel. En Europe, c'est les marques qu'on a de drugstore. Drugstore, c'est ce qui est vendu en grande surface aux États-Unis, mais on n'a pas ça en Europe. En Belgique, c'est ce qui est vendu chez Di. Et du coup, on a tout ce client aussi qui, par exemple, moi j'avais des potes avant. Je me souviens, j'avais une pote qui était en mode oui, c'est cher d'acheter du mascara, je peux pas mettre 30€ aussi sur ça. Parce qu'elle achetait du mascara Dior, parce qu'elle savait même pas que Maybelline et L'Oréal faisaient des mascaras. Voilà, il y a cette base de consommateurs qui, surtout dans des pays comme les États-Unis où on peut trouver ça dans les supermarchés, et comme la qualité a augmenté, c'est pas juste si j'achète une ombre à paupières au drugstore, ça va être nul. Non, maintenant la qualité a augmenté, donc ça va. Je peux acheter des trucs pas chers. Du coup, Smashbox, pour moi, ils sont un peu perdus et ils savent pas trop quoi faire, et avec leur packaging qui reste un peu bloqué, ça m'a l'air d'être une marque qui pourrait disparaître. Alors ça, c'est pas une marque européenne, mais Lorac, c'est exactement le même truc que Smashbox. C'est une marque qui a eu son moment de gloire, mais qui n'a jamais réussi à reconquérir ce moment de gloire qui était les ombres à paupières pro. Stila aussi, parce qu'ils ont passé le cap des ombres à paupières métalliques et en glitter, que maintenant c'est devenu plus accessible d'acheter ce genre de formule, et que aussi la mode a passé, et que les ombres à paupières poudre ont augmenté en qualité, ce qui veut dire qu'on n'avait plus besoin d'avoir un produit différent pour avoir la même qualité. Too Faced, c'est un cas bizarre. Comme je l'ai dit dans mon dernier anti-haul, Too Faced a une base de consommateurs très bizarre parce qu'ils utilisent le marketing du sexe et en même temps du marketing très enfantin. Mais ils ont des produits comme le mascara Better Than Sex et le Damn Girl, quelque chose comme ça, qui sont, je pense, des mascaras qui se vendent. Mais est-ce que les palettes se vendent encore ? Je sais que les collections de Noël ne se vendent plus du tout. Et Too Faced, c'est un cas un peu spécial parce que les gros influenceurs ont arrêté de soutenir la marque suite à tout ce qui s'est passé avec Nikkie Tutorials et tout plein d'autres choses. Si vous voulez savoir, j'ai certainement dit tout ça dans les marques que je soutiens pas. Et Too Faced, c'est une marque qui a l'air un peu de pas super bien se porter, même si je sais pas si en France ça se vend, mais en tout cas les influenceurs français en parlent encore, donc on va voir. Enfin, moi je suis intéressée de voir comment est-ce que le marché va évoluer et sortir de cette bulle, parce qu'on est encore un peu dans le marché post-2015 et de ce qui va se passer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être appris des choses ou comme mon charabia aura fait sens. Que vous passerez une belle journée et des bisous, ciao.